Hey, what's up? Oh, damn, ça fait mal ça. Hey, what's up everyone? Aujourd'hui, c'est un épisode qui est assez spécial parce que pour ceux d'entre vous qui suivez ma chaîne YouTube ou qui suivez mes podcasts, vous savez que je fais mes interviews en anglais. Mais un bon ami à moi m'a demandé si j'étais down de faire son interview en français afin qu'il puisse partager son histoire, son parcours, et vu l'affinité qu'on a et vu le super parcours qu'il a, je trouve que c'est quelqu'un qui est super intéressant, je l'admire énormément et j'étais sur son show l'année passée. Mais évidemment, ma réponse était oui. Il s'agit nul autre que Metaya et je suis super content de l'avoir eu sur mon show. Je crois que la conversation qu'on a eue va vraiment en détail sur la personne qu'il est aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette interview autant que j'ai apprécié la conversation que j'ai eue avec lui. Et sur ce, enjoy. Bon, Metaya, bienvenue au show. Merci Martin. Vraiment content que tu sois ici. Tu te sens comment à avoir, dans le fond, un micro dans les mains, mais t'as juste pas d'audience en tant que tel, ça doit être vraiment bizarre pour toi. Je suis tellement stressé en ce moment-là. C'est juste assis là. Je suis dans un terrain inconnu en ce moment-là. Parce que pour moi, j'ai l'impression que toi, avec un micro, c'est sûrement comme Captain America avec son shield ou, tu sais, oui, Thanos avec un gant, genre. mais j'ai besoin quand même d'un minimum de public devant moi, là. OK. Comme là, j'ai ton technicien à côté là, qui me regarde. Oui. T'étais... Le dernier show qu'on a fait ensemble, c'était ici Metaya le show. Oui. Félicitations pour la réussite. Ben écoute, je prends le compliment au nom de toute l'équipe, incluant toi, Martin. Ce fut une expérience extraordinaire, moi de dire. Justement, dans ce contexte-là, je me souviens, avant que tu rentres sur le stage, t'étais dans ta loge, puis tu voulais que personne ne te dérange. J'avais quasiment une pancarte que je mettais. Tu sais, quand tu mets une pancarte à l'hôtel, là, Do Not Disturb. Là. Ouais. Mais oui, c'est un moment qui est quand même stressant. Puis j'avais, dans tout événement où est-ce que j'anime, à grand déploiement, disons, un show, et on a toujours besoin de ce petit moment zen, entre guillemets, où est-ce j'essaye de déconnecter puis lâcher prise. Et c'est ça qui aide souvent. Fait que ça devient comme un rituel. Vraiment, là, j'ai ce petit moment où est-ce que je repasse même pas à travers les notes ou quoi que ce soit et je me laisse aller. Puis ça m'aide. En tout cas, j'assume que ça m'aide. Ben, je crois que c'est aussi, t'es rendu à un point où est-ce que t'as une confiance aussi dans le travail que t'as mis derrière, right? Like, tu t'es préparé pour ça, puis à un certain point, c'est pas genre comme 5 minutes de plus qui va te rendre plus prêt à faire ta performance, right? Non, c'est sûr, parce que, tu sais, des fois, on dit trop, c'est comme pas assez. Ben c'est ça. La préparation se fait bien longtemps avant. Au fil du temps, j'ai développé une façon de travailler qui est propre à moi, qui m'aide. C'est une méthodologie de travail qui va faire que chaque étape est importante, puis à la fin, mais on les raccorde toutes ensemble et c'est ça qui va t'aider comment dire, t'élancer. C'est ça que, tu sais. Fait que oui, je suis peut-être habitué, mais ça prend toujours une certaine préparation. Il y a toujours un stress qui embarque et puis c'est correct. Ça fait partie de la game, là. Est-ce que t'es toujours comme... T'es capable de rentrer genre dans un mode où est-ce que t'es juste comme hyped up comme ça ou ça te prend un petit moment avant d'avoir genre du momentum? Je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus cette facilité-là parce qu'à force d'en faire, comme dans n'importe quoi dans la vie, OK? Faire de la scène, ça demande une capacité d'adaptation là, incroyable. Il faut que tu saches comment improviser avec le public parce qu'il peut arriver toutes sortes de choses dans le feu de l'action. Alors, c'est être capable de s'ajuster au moment opportun. Et oui, aujourd'hui, tu me lances dans un, comment je pourrais dire, dans un on the spot, ben, l'instinct, je dirais pas l'instinct de survie, là, mais le côté hype, là, embarque tout de suite. Ça, c'est propre à moi, puis bon, je vis avec cette maladie-là depuis un certain temps. Quelle maladie! En tout cas, c'est mieux que tu freeze on stage. Là. Ça t'es-tu déjà arrivé en passant? My God, Martin, Aujourd'hui, là, je vais vous dévoiler un secret. Là, je me suis planté royalement et souvent. Et ça fait des années que je fais de la scène. Hein? Et même quand j'ai commencé, je me suis lancé en humour, puis j'étais un des rares, pour ne pas dire le seul au Québec. Et quelques temps plus tard, j'ai bifurqué sur un autre chemin, c'est-à-dire devenir un animateur événementiel.
que ce soit les mariages, événements corporatifs, lancements, party de Noël de compagnie. C'est un autre univers, hein? Tu peux être un bon humoriste comme tu peux être un mauvais animateur et vice-versa. Et c'est sûr que dans le meilleur des mondes, c'est de maîtriser les deux arts ensemble et avoir cette harmonie-là. Et c'est ça que je veux et c'est ça que je travaille fort pour que je puisse le maîtriser, c'est-à-dire animer et avoir cette base d'humour que je parsème. Dans ton animation du show. Absolument. Puis j'ai remarqué que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup pour connecter avec le public. Et tu sais, on est tous des êtres humains, hein, puis chacun a des émotions face à telle ou telle situation. Alors, c'est ça qui est important, c'est être capable de connecter avec les gens qui sont là, les invités, le public qui est dans la salle. Et c'est un challenge à chaque fois. Mais je vais toujours prendre la même approche pour justement tester, gager un peu le public. C'est presque un transfert d'énergie. Tu sais, tu dis quelque chose, tu regardes la réaction. OK, est-ce que je suis allé trop loin? Tu gages, take a step back, puis you go from there. Mais comment est-ce que... J'ai entendu parler de ça par un humoriste, Joe Rogan. Sûrement tu le connais. Mais oui, Fear Factor. Oui, Fear Factor guy. Mais lui, il fait beaucoup genre de stand-up, puis il était beaucoup dans les comedy clubs. Ouais. Puis il faisait genre des small comedy pieces. Puis il disait que justement, lui, l'humour pour lui, pourquoi est-ce qu'il croyait que c'était si important? C'est que dans une société, l'humour, ça sert à toucher sur des sujets qui sont un peu comme, tu sais, tabous, ou des sujets qui a un peu genre de comment dire, de barrières. De barrières, mais d'une façon qui est drôle. Comme ça amène les gens à y penser d'une façon différente. Ben, ça amène ça et en plus, ça désamorce. Ça désamorce le sujet en tant que tel. Alors, ça vient chercher tout le monde parce que... Même si tu n'es pas d'accord avec ce que l'humoriste te dit, le fait que tu ris de ça, ça va te faire repenser ce que toi, tu... ça crée un lien, ça crée une... Comment dire? Il y a une connexion qui se fait face au public à l'égard du sujet qu'on veut traiter. Alors, l'humour est un moteur qui aide beaucoup dans l'échange. Et ça, c'est important au fil des années. Pour moi, c'était important. Cet échange-là avec les gens, c'est important. Et j'ai remarqué que à travers l'humour, c'est plus facile. C'est plus facile à amorcer une conversation, amorcer des échanges et se partager les idées, les points de vue. Comment est-ce que tu as fait la décision de rentrer en humour? C'est quoi qui t'a fait... C'est quoi qui t'a fait triper quand tu étais les années d'avant? C'est presque cliché, mais c'était sur un Truthful Dare. Un collègue de travail à l'époque qui m'a dit « T'es pas game. » Puis j'ai dit « Ben, t'as raison. » Mais tu sais quoi? Je vais toujours m'en souvenir. J'avais un collègue, un ami qui travaillait avec moi, Ron Anderson, et il s'est lancé en humour. Comme ça, on the spot. Et à l'époque, il y avait beaucoup de comedy clubs à travers la province de Québec, des bars, par-ci, par-là, en région. Et à un moment donné, il est venu me voir et il dit « Écoute, j'ai une prestation au Bourbon dans le Nord à Saint-Sauveur. Et à l'époque, il y avait des soirées d'humour. Alors, il m'a invité d'y aller. Alors, c'est sûr que quand tes amis, ta famille qui ont un spectacle, un show, tu vas aller les encourager, puis ça allait de soi. Alors, j'y ai été et je te dirais que c'était pour moi la première fois que j'assistais à un spectacle d'humour live. J'adore l'humour, mais c'était juste à la télévision. Tu ne ressens pas la même chose que quand tu es dans un crowd. Absolument pas. Fait que pour moi, c'était une expérience, une première expérience ultime, là. Fait que j'arrive au Bourbon et Ron ouvrait le spectacle. Et il faisait un 10 minutes, là. Et lui, c'était le opening act. Tu sais. Et j'étais impressionné. J'étais impressionné parce que, d'une part, c'est un ami proche, c'est un collègue de travail, puis wow, il y a du skills. Puis il a réussi à nous faire rire, puis
Puis j'ai vu ça live, là. Puis après ça, l'humoriste, le featuring, il est arrivé, puis il a fait son 1 heure de matériel. On a ri. Écoute, j'étais à 4 pattes à terre, puis c'était comme, wow, c'était magique ce que j'ai vécu, là, tu sais. Fait qu'en sortant de là, je me suis dit, j'ai dit à ma femme, me semble que j'écrirais un sketch à Ron, puis que ça serait cool. Je suis capable. Fait que je me suis mis à écrire du matériel. Alors, pendant un certain temps, j'étais focusé sur ça. Je me suis inspiré, puis j'ai tout écrit un matériel qui peut-être durait 5-6 minutes. C'était pour Ron. C'était pour Ron. OK. J'étais allé voir Ron, puis j'ai montré ça. Il a lu ça, il a dit « Wow, c'est cool, c'est vraiment drôle. » Mais le problème, c'est que si toi, tu le faisais, ça serait encore plus drôle. Tu dis, hein? Écoute, comment dire, je faisais une caricature des Asiatiques en général. Évidemment, j'allais chercher l'inspiration dans mon monde à moi. Fait qu'il m'a dit, ben écoute, il faudrait que ça soit toi. Ouais. Je dis, pourquoi? Il dit, ben l'autodérision, c'est la clé de l'humour. C'est ça qui fait que les gens peuvent être à l'aise de rire avec toi. T'sais? Alors, c'est là que ça a commencé. Quand il m'a dit, écoute, c'est bien mieux que ce soit toi, Mathieu, qui le fasse. J'ai dit, ah ouais, qu'est-ce que je dois faire? Ben écoute, viens avec moi, je vais essayer de te booker, faire un petit 8 minutes dans un club, dans un bar. Et c'est là que c'est parti. Et moi, avoir comment dire, je m'étais dit qu'avant de me lancer dans la gueule du loup, j'ai dit, ben je vais le produire moi-même, le show. J'étais comme ça, moi, à l'époque. Je vais me produire moi-même. Tu sais. Fait que j'ai dit à Ron, on va louer une salle, on va produire un show et on va engager un humoriste plus d'envergure qui va faire peut-être 1 heure de matériel. Et moi, j'ouvrirai le show, 10 minutes, toi avec, puis on va inviter tous nos amis, toute notre famille, puis on va vendre des billets, puis ça va être ma première fois. Puis, tu sais. Fait que c'est là que ça a commencé, comment dire, mon voyage là, à travers cet univers-là. On a été louer le cabaret Juste pour rire à l'époque. C'était à quel âge, ça? En 2003. 2003. Oui, il y a à peu près 15 ans, plus de 15 ans de ça. Et on a loué le cabaret Juste pour rire. On a invité Stéphane Fallu à l'époque. Et Stéphane Fallu a accepté d'emblée. Et j'avais invité toutes mes amis, ma famille. Et on a réussi à remplir la salle au cabaret Juste pour rire de 200-300 personnes. Et ce qui était incroyable pour moi, c'était comme, wow, ça faisait chaud au cœur de voir tes amis, ta famille venir t'encourager. Mais c'était stressant aussi, évidemment. C'était la première fois que je montais sur une scène puis que j'allais faire mon sketch, mon matériel que j'ai écrit chez nous en deux. Fait que ça a eu lieu. Ça a été un succès. Ça a été un succès dans le sens que quand c'est tes amis, quand c'est ta famille qui vient t'encourager, premièrement, c'est doublement plus stressant pour toi. Moi, là, j'étais... Oublie ça, là. Tellement nerveux. T'sais. Mais après ça, de voir toute cette... cet encouragement, ce support, et faire de la scène, là, et que les jokes que tu as écrits la veille, puis que tu le fais, puis que ça marche, et que les gens rient, puis qu'ils disent « Wow, elle est bonne », c'est la plus belle paye pour un humoriste. Et rendu là, paye-moi même pas. Les gens qui t'acclament, qui rient de tout le travail là, que tu as tout mis ton inspiration, ton stress à travers toutes les histoires que tu as écrites sur papier et que tu le transposes réellement sur scène et que ça marche, c'est la consécration. Absolument. T'sais? Et moi, ça a été la consécration, ce moment-là. Et j'avais cette vision-là. Ça me tente de faire ça. Ça m'a nourri instantanément. Je voulais aller dans cette direction-là. Alors, j'ai pris les moyens avec l'aide de mon ami à l'époque et on m'a booké dans des bars à travers le Québec où est-ce qu'ils faisaient des soirées d'humour.
Et je vais toujours m'en souvenir. Un des premiers soirs que j'ai fait, c'était chez Maurice à Saint-Lazare. Et à l'époque, c'était Stéphane Fallu qui animait, Patrick Gros. Tous des noms, toutes des vedettes que moi, je chérissais, que je voyais au petit écran, puis que je me disais « Wow, ils sont donc bien bons, ils sont donc bien hot! » J'ai eu le privilège d'ouvrir leur show. Un petit 10 minutes. Et c'est là que c'est parti. Alors, c'était le début d'une belle aventure. Puis une aventure qui continue aussi. Une aventure qui continue. Vient juste de commencer. Une aventure qui continue plus, comment dire, les chemins se sont... Comment je pourrais dire ça? Je vois plus vers quelle direction que je vais aller aujourd'hui. Au début, c'était plus une expérience de go on stage, Ouais. voir c'était quoi la réaction du monde. Mais là, justement, je veux amener ce point, c'est que maintenant, tu es beaucoup plus... Ben, pas beaucoup plus, mais tu fais beaucoup de mariages, l'animation de mariage. Comment est-ce que ça t'a aidé? Puis comment est-ce que... Ça, c'est une belle histoire qui a débuté en 2011. Parce que, tu sais, l'humour, quand je me suis lancé là-dedans, évidemment, quand tu commences et que tu n'as pas aucun contact, c'est dur. C'est dur de se vendre. Puis j'avais, je prenais l'initiative d'appeler les producteurs de spectacles puis de dire « Yo, prends-moi, je suis drôle. » C'était carrément ça. Fallait-tu que tu leur fasses rire sur le téléphone? Presque, je te jure, c'était... Hey, écoute-moi 2 secondes. T'as-tu 1 minute pour que je te parle? Fait que, tu sais, c'est l'histoire d'un gars, tu sais. Fait que... Puis... On va rentrer dans un bar. Exact. Puis souvent, on me hang up. Mais c'est comme ça. C'était comme ça à l'époque. On n'avait pas les... C'est toi qui as commencé les prank calls là, pour les orders Oui, chinois, c'est right? Mais tu sais, à l'époque, on n'avait pas les médias sociaux. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était vraiment du live. Ouais. One-on-one. Et de fil en aiguille, ben dans le milieu, ça se parlait. Ça se parlait parce que c'était quand même un milieu restreint. Le milieu de l'humour de bar underground. Puis t'as autant des humoristes de la relève, autant des gros noms qui viennent tester leur matériel à travers les bars du Québec. Et c'est tant mieux, c'est une belle école. C'est ça le terrain. Et je me souviens, la première année qu'on m'a donné cette consécration-là, en 2005, j'ai eu mon premier gala au Grand Rire de Québec. Gala télévisé. J'étais, wow, c'était une consécration pour moi. Il fallait passer à travers des étapes d'audition. Et je vais toujours m'en souvenir parce que j'arrivais là-bas en tant que rookie parmi tous ces grands noms. On m'avait booké 2 soirs au Capitole de Québec et le gala télévisé au Grand Théâtre. Le Capitole du Québec, c'était des soirées humour du monde. Un peu ethnique, et c'était le rassemblement de plusieurs humoristes à travers les continents. C'était vraiment cool. Et j'ai eu la chance de performer ce soir-là avec mon ami Sugar Sammy. Et c'est là que j'ai vu Sugar Sammy performer, puis ça m'a encore mis plus d'inspiration, parce qu'à l'époque, déjà, il était très à l'aise. Puis je m'étais dit, waouh, j'avais raison de vouloir y aller dans cette direction-là. En 2005, c'était le gala du Grand Rire de Québec. Alors, par la suite, j'étais quand même dans le circuit humour, underground, comme on pourrait dire. Et vous savez, à chaque année, on doit faire une audition pour être accepté dans les galas. Alors, oui, je travaillais fort, j'écrivais, mais je faisais ça par passion. Hein. À l'époque, je travaillais. Et ça, c'était on the side, par passion. Et c'était mon choix à moi. C'est-à-dire de ne pas investir tout mon temps dans l'écriture, dans aller faire des shows par-ci, par-là. Je m'étais dit, gars, ça me mènera où est-ce que ça me mènera. Petit train ira loin. C'est pas grave, ça prendra le temps que ça faudra. Alors, 2005, gala au Grand Rire. 2006, je fais mes auditions encore. Et je reviens, je fais des salles de spectacle. Et entre-temps, je fais la tournée des bars encore au Québec pendant toute cette période-là. Et ça, c'est tout un monde aller dans les bars. Je peux te dire, j'ai joué, OK,
dans ces années-là, on avait le Saint-Lazare, à Saint-Lazare, chez Maurice. On allait jouer dans le Nord Bourbon. Oui, on allait dans le bas du fleuve. C'est tous des coins qui ont peut-être jamais vu des Asiatiques, même, quand j'ai été joué. Mais pour moi, c'était une des belles découvertes, là. Et en 2007, je vais dire que ça l'a... c'est là que ça s'est, comment dire... C'était un turning point? C'était le turning point. C'était le turning point. Je m'en allais faire les auditions au Grand Rex de Québec, encore une fois, et je reçois un appel. Et l'appel, je dis « Allô? » Il dit « Salut Mataya, c'est Rachid Badouri, comment tu vas? » Je dis « Hey, salut Rachid! » Parce que je le connaissais déjà avant l'humour, mais on ne s'était pas revus depuis tant d'années. Alors, il me dit Yo, ça va le gros? Je dis ouais, ça va, what's up? J'étais comme wow, that's nice. T'sais. Fait qu'il me dit écoute, je ne prendrai pas beaucoup de ton temps, mais j'ai quelque chose à te proposer. J'ai dit ok, j'écoute. Il dit écoute, cette année, je vais lancer mon premier one-man show, mon premier spectacle, Arrête ton cinéma, mais en même temps, pour le festival Juste pour rire, je vais lancer le premier spectacle multi-ethnique qui va rassembler plusieurs humoristes de différentes communautés, dont Sugar Sammy, il y avait Alain Nadro. Puis il m'a dit, j'aimerais ça t'avoir. Je veux la version asiatique. Fait que j'ai dit, OK, tu veux la subvention, toi? C'est ça. fait que là, il dit, oui, je t'explique. Il dit, ça va s'appeler le show raisonnable. Et pourquoi? C'est un petit clin d'œil pour les accommodements raisonnables. Parce qu'à cette époque-là, c'était un sujet très chaud. La commission Bouchard-Taylor. Alors, ils ont voulu faire un petit clin d'œil à travers cet humour-là. C'était une très bonne idée. Fait qu'il dit, Mataya, on va faire 2 soirs au cabaret Juste pour rire. Puis, let's go, j'aimerais vraiment t'avoir dans l'équipe. Ça ferait de belles couleurs. Ouais. Fait que si t'acceptes pendant le festival Juste pour rire, puis ça va être vraiment cool, tu sais. Quand quelqu'un comme Rachid t'appelle, puis toi, t'es un rookie, puis qui te propose quelque chose d'aussi extraordinaire que ça, Tu dis oui. Tu lui dis, donne-moi 5 minutes, je te rappelle. Ah ouais? Parce que c'est sûr, il faut pas que tu joues la gamer. Oui. Ouais. Que... C'est comme, mais ça y est, ouais. Attends, je vais regarder mon agenda. Fait que j'ai dit, attends, je te reviens dans 5 minutes. Fait que je t'allais mettre du marcomètre. Exactement. Fait, non, mais réellement, c'était... écoute, l'excitation en dedans, j'étais wow! Après toutes ces années, plus fort, essayer de me vendre, avoir cette petite reconnaissance, c'était vraiment nice. C'était tout un feeling à ce moment-là. Alors, évidemment, j'ai accepté. Et quand on a raccroché, j'ai même pas été faire mon audition. Je m'étais dit, tu sais quoi? Je retourne à Montréal, puis je vais me consacrer pour le show du show raisonnable. Et ça, on était printemps 2007, comme en ce moment, mois de mars. Et le show, il était genre pour le mois de juillet, dans 3-4 mois. Alors, c'est là que ça a commencé. Et quand le show a eu lieu, à l'origine, c'était 2 soirs au cabaret Juste pour rire, dont un soir qui était capté télévision pour TV France. Alors, il y avait un beau public qui est arrivé. Et tu sais quoi? On a eu tellement un immense succès. Le show raisonnable a été un immense succès. Tellement que Juste pour rire a voulu faire un genre de supplémentaire. Et là, je me sentais big là, devant ma gang. Là. Yo, j'ai une supplémentaire. Là, et ils ont décidé de le faire au Théâtre Saint-Denis. Et là, c'était ma première fois. Là, c'était, je voulais, dans mes plus lointains désirs à l'époque, dans mes rêves, je m'étais dit un jour, j'aimerais ça faire le Théâtre Saint-Denis. Et ça s'est réalisé. Et c'était tout un feeling que je peux même pas décrire. Mais je peux te dire que j'ai eu le privilège de le faire grâce, évidemment, de mon ami Rachid, mais avec toute cette équipe incroyable. Puis il y avait Corinne Côté, la seule Québécoise avec nous autres, dans la ride. Et on était comme une famille. Et c'est là que ça l'a propulsé. En tout cas, en ce qui me concerne. Et quand je dis propulser, c'est pas devenir c'est overnight success, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que ça l'a
ça m'a prouvé que quand tu y crois réellement, ben, tu peux l'atteindre. Mais tu as besoin de travailler fort. Tu as besoin d'acharnement. Tu as besoin de rigueur. Mais avant tout, il faut pas que tu lâches prise. Et oui, dans tout ce que tu peux faire dans la vie, même si tu trébuches, l'important, c'est de savoir se relever et aussi prendre une autre direction pour que ça soit mieux. Mhm. Et c'est comme ça, même dans le milieu de l'humour, à travers ces années que j'ai passées. J'ai pas été en profondeur dans cette industrie-là parce que j'ai pas consacré tout mon temps, mais le peu que j'ai goûté, ça a été fructifiant dans mon apprentissage de la vie. Oui, c'est peut-être profond ce que je dis, mais ça a pris toute une autre dimension. Alors, après le spectacle en 2007, tant mieux, Rachid m'avait pris sous ses ailes un peu à travers ses spectacles. Mhm. J'ai eu ce privilège-là. Et c'était tout un privilège quand même, parce que Fait que tu ouvrais pour ces shows et... de temps en temps, Ouais, de ok. temps en temps, ou même c'était vers la fin comme invité surprise. Ouais, cool. Il voulait m'aider Mhm. pour que je puisse performer, oui, mais que le public québécois en général, le grand public, me découvre. T'sais. Et la chance que j'ai eue, c'était surtout de pouvoir performer à travers des belles salles de spectacle. Des grandes salles, que ce soit le Théâtre Saint-Denis à l'époque, l'Étoile 10-30, ou même les petits théâtres en région, que ce soit à Terrebonne, que ce soit à Sainte-Thérèse. Mais toutes ces places-là, ben, j'ai eu ce privilège de les visiter et de performer là. Et pour moi, c'était what an achievement à ce Mhm. moment-là. Alors, quelques années plus tard, comment je pourrais dire ça? Je surfais un peu sur Cette vague. cette vague. C'est-à-dire, bon, il y avait les spectacles de Rachid, il y avait des shows corporatifs que j'ouvrais, des petits shows par-ci par-là. Mais à ce moment-là, en 2010, vers la fin, on dirait que j'avais plus cette flamme-là. Je me cherchais parce que je m'étais dit, OK, d'une part, me semble que je tourne en rond, mais d'un autre côté, j'avais plus la motivation d'écrire davantage. Et c'était presque, je dormais sous mes lauriers, là. Ouais. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, ouais. Bon. Et du jour au lendemain, j'ai eu comme un flash. J'ai dit, je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça parce que, d'une part, j'avais plus cette passion, j'avais plus d'énergie, j'avais plus la motivation. Et c'est là que j'ai lâché prise. Et j'ai juste voulu prendre un step aside et voir comment les choses allaient. Parce qu'évidemment, bon, je travaillais aussi entre-temps. Et c'est là qu'il y a eu quelque chose, un autre turning point qui est arrivé en 2011. Je reçois un appel. Oui, allô? Il dit, yo, c'est Rachid, comment ça va? Hey, yo, what's up, bro? Ça faisait comme un an et demi qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Et c'est là qu'il me dit, Mataya, je me marie. Je dis, wow, that's nice, that's cool. Puis on était au mois de mars. Je dis, wow, fait que tu m'appelles pour m'envoyer ton invitation, c'est ça? Tu veux que je t'envoie mon enveloppe, là, c'est ça? Fait qu'il me dit, non, j'aimerais ça que tu animes mon mariage. Alors là, c'était, wow. Il m'a dit, c'est toi que je voudrais et peux-tu me faire cet honneur, ce privilège? C'est quand même quelque chose. Je savais pas que ta relation avec Rachid, ça s'est développé comme ça. Mais C'était une belle relation et je peux dire que la personne que vous connaissez sur scène ou à la télévision, c'est carrément la même personne. C'est une personne qui est totalement... elle a une approche humaine, généreuse de sa personnalité, de son temps. Et, écoute, en tout cas, moi, il m'a ouvert beaucoup de portes et j'en suis vraiment reconnaissant aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est quand même beaucoup grâce à Rachid. Alors, je peux pas le dénier, ça. Ça nous amène sur un point. Je voulais te demander comment est-ce que ta femme et tes parents ont accueilli cette idée de
ta nouvelle aventure de devenir humoriste et tout, tu sais. Tu sais, nos parents asiatiques, on serait, comment dire, conservateurs. Surtout que tu niaises le côté asiatique. Là. Mais écoute, mes parents, je pense, la première chose qu'ils m'ont dit, ils te payent cash. Ouais, c'est ça. C'est la première chose qu'ils demandent. T'as fait un sketch de ça, right? Comme tout parent qui se respecte. Là. Je te dirais, j'ai été chanceux. Mes parents, ils ont été là pour m'encourager. Mon père, c'en est un qui m'a coaché beaucoup. Mon père, il est drôle parce que mon père, il est très, comment dire, il va analyser mes gags. T'sais. Ma mère, c'est une fan numéro 1. Elle rit même si elle comprend pas. Ça, c'est correct. Le public qui rit, elle va rire. Mais mon père, c'est tout de suite, il va comme voir le sketch, comment j'ai lancé mon punch ou tu devrais pas faire ça ou tu devrais pas le dire comme ça. Puis... Mais tu sais, je sais que c'est totalement bonasse de sa part. Et c'est propre à lui, puis je suis vraiment content aujourd'hui parce que toutes mes réalisations, ils ont toujours été là, mes parents. Mm-hmm. Et ça, je pense que tout le monde a besoin de ce support parental. Ils ont été là, je suis vraiment constant. Ma conjointe, ma femme, vous la connaissez, Olé, elle, écoute, sans elle, je ne serais pas ici aujourd'hui en enfer encore. C'est vraiment grâce à elle parce que premièrement, c'est la première avec qui je testais mes jokes quand je me réveillais la nuit, puis j'avais un flash. Hey, Oli, réveille-toi. Oui, écoute, j'ai une joke à te dire, puis tu sais, si elle rit pas, c'est parce qu'elle est bonne, la joke. Fait que, anyway. Elle a toujours été là pour me supporter malgré tous les moments que j'ai trébuché, quand ça marchait pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai eu des moments que j'ai trébuché. Est-ce que tu as eu des moments où est-ce que tu doutais un peu de la direction dans laquelle tu allais? Douter? Martin, écoute, je voulais lâcher ça complètement, là. Mm-hmm. Je vais toujours m'en souvenir, j'étais en spectacle à Québec devant 500 personnes et mon 12 minutes que j'avais à faire me semblait genre 2 heures. Personne riait, puis je saignais des yeux, là, je te le dis, là, je capotais. Et en revenant... Je peux-tu te dire que le trajet Québec-Montréal, il est long, là. Ouais. Quand tu t'es planté, là, et je me souviens, je l'ai appelé, puis j'ai dit, tu sais quoi, je vais tout lâcher, puis ben papa, puis c'est pas fait pour moi, ils sont vraiment meilleurs que moi, je suis vraiment pourri. Oui, j'ai vécu ces moments-là, et ça prenait ces moments-là. Avec un pas de recul aujourd'hui, je me dis que il fallait. Il fallait parce que, comme dans la vie, en général, ça te sert de leçons. C'est les meilleures leçons. C'est les meilleures leçons. Et c'est là aussi la notion de l'humilité prend tout son sens. Faire de la scène devant un public, quand tu plantes royalement, là, écoute, d'ailleurs, je pense à ce moment-là, ton humilité, il te lâche prise. C'est comme de dire, yo, you're on your own. You're on your own. Il a fermé la porte. Là, gars, écoute, je vais aller fumer dehors, je reviens. Là, mais, écoute, aujourd'hui, j'y pense, puis je me dis, wow, une chance que c'est arrivé, ça. Mm-hmm. Parce que dans n'importe quoi, quand tu crées, quand tu fais quelque chose, quand tu montes, et que tu n'as jamais connu de failure, jamais tu vas réaliser à quel point c'est fragile. Ouais. Et c'est ça que je l'ai réalisé. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment reconnaissant de pouvoir en faire encore, surtout de la scène, différemment, mais peut-être mieux. C'est la façon que je le réalise aujourd'hui. T'sais. Avec une touche d'animation plus que juste l'humour d'un stand-up, par exemple. C'est ça. Ben même, je te dirais, je suis plus animateur avec une bonne touche d'humour. Mm-hmm. Et c'est le chemin que j'ai trouvé, c'est le chemin, la direction que je veux aller. Ceci étant dit, quand Rachid m'a invité pour animer son mariage, c'était dans une zone inconnue pour moi, animer un mariage. Surtout un mariage arabe. Mais aussi, c'était des grosses pointures. Là. Je veux dire, toute la clique était là. Somme toute, ça a été une expérience incroyable. Et surtout à la fin, quand il est venu me voir pour dire « Wow, bravo, merci ». Puis il dit « Tu sais quoi, that's nice. You
You should do it. Tu devrais devenir cet animateur humoristique qu'on n'a pas. J'ai dit, tu vois, c'est pas bête. J'ai cette base-là. Et... C'est vraiment ça qui te dissocie de tout le monde. Oui. Tu sais, quand j'y pense, je pense à ton nom, je pense à Metaya, c'est vraiment ça. C'est la différence que je vois envers d'autres humoristes ou d'autres personnes qui animent des événements. C'est que toi, tu t'amènes une fusion des deux mondes ensemble. Oui, je vais le parsemer. J'harmonise les deux mondes là, pour créer cette ambiance. Comment est-ce que tu as appris... je veux dire, avant ça, tu n'as pas fait de mariage. Là. On s'entend? Ouais. Fait que le premier mariage que tu as fait, c'est quoi? Que tu es juste allé genre, à la bibliothèque te prendre un livre? Non, j'ai regardé The Wedding Singer. OK. Non, mais le beau-frère de Rachid, qui est son meilleur ami, Bassel. Bassel est à sa compagnie de entertainment, Empire Events, que tu as connu d'ailleurs. Lui se spécialise dans ce domaine-là depuis des années. Alors, c'est lui qui a tout encadré l'événement. Alors, c'est lui qui était devenu comme mon coach, comme mon entraîneur. Mm-hmm. Alors, pour un événement comme un mariage, ben, il y a beaucoup de comment dire... Logistique. Oui, il y a une logistique, il y a un encadrement, il y a une programmation. Et l'animateur, son rôle est de créer un moment... Non. Son rôle est de créer plusieurs moments magiques tout au long de la soirée pour que ça soit fluide à travers cette programmation-là. Parce que pour les mariés, c'est leur première fois. C'est un événement qu'ils ont rêvé depuis longtemps. Alors, évidemment, notre rôle, toute l'équipe, pas juste l'animateur, le DJ et toute l'équipe autour, c'est notre rôle de créer ce moment-là magique pour eux, les mariés. Mm-hmm. Alors, je l'ai appris sur le tas, comme on pourrait dire. J'ai été bien coaché, mais encore là, comme en humour, il a fallu que je me plante souvent dans d'autres mariages, évidemment. Parce que Bassel, il est venu me voir et il dit « Yo, tu sais quoi? J'ai vraiment apprécié ton approche. On a quelque chose ici. C'est nice de voir ça. Tu as une certaine fraîcheur dans l'animation. En plus, bon, cette base d'humour aide beaucoup. » Fait qu'il m'a dit « Écoute, ça te tente-tu aller dans cette direction-là? Je vais te booker dans différents mariages multi-ethniques. Mm-hmm. » Et moi, de nature, j'aime ça relever des défis. J'ai dit « Sure, why not? » Et mes premiers mariages, c'était des mariages arabes. Wow! Fait que toute cette logistique-là, puis je me souviens, il m'envoyait la programmation quelques jours avant, puis il fallait que j'étudie les noms à prononcer en arabe. Mm-hmm. Mais je le faisais, parce que pour moi, c'était important. Je mettais toutes mes énergies. J'allais voir mes amis arabes et leur demander quelques phrases pour pouvoir le pitcher dans mon introduction. Et ça, je pense que les gens l'ont remarqué. Du moins, toute l'équipe de Bassel a remarqué cette approche respectueuse que j'avais. Ouais. J'y tenais. Alors, si j'animais un mariage arabe, ben, j'allais prendre un dialecte arabe. J'ai un mariage iranien qui parle perse. J'allais apprendre quelques phrases. Les Italiens, les Haïtiens. Alors, pour moi, c'était une façon de travailler. C'est une approche relationnelle versus transactionnelle. Oui, mais aussi, c'était ma façon, ma méthodologie de travail qui m'aidait beaucoup. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, après le mariage de Rachid en 2011, à chaque année, j'animais en moyenne 8 à 10 mariages, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Et toutes mes fins de semaine étaient hypothéquées, là. Ouais, étaient bookées. Mais c'était une belle ride parce que j'ai découvert des cultures incroyables. Mm-hmm. C'était enrichissant. Et oui, sans oublier, évidemment, j'ai eu l'occasion d'animer des mariages asiatiques. Ouais. Et je dis asiatiques parce qu'on sait qu'il y a différentes nationalités qui sont toutes différentes les unes des autres dans leur tradition, dans leur culture.
C'est pas vrai qu'ils sont tous pareils. Je peux te le dire. Et c'est drôle de dire que je trouvais que les mariages asiatiques étaient plus difficiles pour moi quant à l'animation. J'étais plus nerveux, j'étais moins à l'aise, j'étais moins fluide dans mes propos, dans mes approches. Dans quel sens? Ben, Est-ce qu'il y avait genre un stress supplémentaire parce que tu étais d'une nationalité asiatique aussi? Fait que tu avais un certain standard à avoir versus, disons, genre une autre culture où est-ce que si tu dis quelques mots, disons en arabe, tout le monde est comme « Wow, c'est incroyable! » ou même c'est drôle. Ouais, c'est drôle, c'est ça. Oui, et c'était un standing que je me créais, dans le fond. Fait que c'est une barrière que je me mettais. Et l'autre peur, c'est que, tu sais, on a tous assisté à des mariages asiatiques dans notre vie, que ce soit un cousin, un ami. Et on sait que c'est très conservateur aussi comme ambiance, comme approche. T'sais. Fait que du jour au lendemain, un gars comme Mataya qui arrive, puis qui est flyé, puis qui crée des jokes, puis que... C'est sûr que, sur le coup, c'était peut-être pas instantané la réaction de leur part, puis surtout une réaction que j'anticipais, c'était peut-être pas ça aussi. Mais somme toute, c'est là que j'ai réalisé que dans ce domaine-là, tu as besoin d'une capacité d'adaptation incroyable. Peu importe la nationalité, pour être un bon animateur, c'est être capable de t'adapter, de calibrer, de doser son animation et de comprendre surtout leur façon d'agir. Leur barrière à eux aussi. Leur barrière à eux. Moi, j'avais cette faiblesse quand je commençais à l'époque de toujours se justifier. C'est-à-dire que tu disais une joke puis tu justifiais la joke ou comment? Non, c'est-à-dire je justifiais que c'était pas à cause de moi, mais que c'était à cause du public. Ah, OK, ouais. OK. Et ça, c'était une réaction humaine de ma part, mais que c'est pas la bonne façon. Parce que si tu animes ou si tu fais de l'humour sur une scène avec un public, si ça ne marche pas, on est porté à dire c'est parce que, bon, c'est un tough crowd. Tu sais? Mais non, il faut que tu prennes l'autre façon d'approche. Je te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment tu as fait que ça a moins marché aujourd'hui que hier soir? C'est la même chose pour les mariages. Comment ça se fait que la semaine passée, un mariage algérien que j'ai animé, tel ou tel gag, telle ou telle approche que j'ai faite, marchait, puis que ça crée une bonne ambiance, et que là, cette semaine, un mariage chinois-vietnamien, j'ai pris les mêmes gags, la même affaire, puis que ça ne lève pas. Et c'est sûr qu'il y a une barrière culturelle, mais... Tu devrais pas utiliser ça comme une excuse pour ne pas performer. Non, il faut que tu l'utilises justement pour te pousser ailleurs, puis explorer d'autres avenues. Et c'est comme ça que je l'ai développé au fil du temps. Alors, aujourd'hui, avec toute cette feuille de route-là en animation, quand tu me dis que, écoute, tu vas avoir un mariage cet été qui va avoir chinois-vietnamien, tout de suite, je vais pouvoir m'adapter plus facilement. Ça veut dire, c'est par expérience. La répétition. La répétition. Parce que je me suis planté au début. Fait que je pense que dans tout ce qu'on fait dans la vie, on a besoin de ne pas avoir peur de le se planter. faire, de se planter surtout. Et mettez-vous les barrières moins hautes, step by step. Parce qu'il y en a souvent qui disent « vise haut ». Mais si tu n'as pas les steps qui vont aller jusqu'en haut, tu ne pourras pas l'atteindre non plus. Ouais, ben tu sais, c'est pour moi un exemple classique, c'est comme quelqu'un qui fait pas 100 000 $ par année, mais qui pense déjà à faire 1 million. Exactement. C'est comme, la même chose. Pense donc à faire 100 000 avant, tu sais. Puis c'est concret, c'est réel sur le terrain, ça. Dans tout ce que tu fais,
Moi, en animation, c'était la même chose parce que les salles de réception aujourd'hui, là, je les ai presque toutes faites, OK, en animation. Puis ça naît, ça, de, comment dire, c'est enrichissant parce que tu as des contacts dans le milieu. C'est tout un monde à travers tout ça. Hein? Ça donne la job à tout le monde et chacun a sa spécialité. Tu sais, le terme de wedding planner, là, c'est une grosse machine, ça. Et ça inclut beaucoup de choses. Et chacun a son intérêt. Alors, chacun se déploie au maximum pour mieux faire parce que it's a business. C'est pas pour rien qu'on a des salons de mariés 2-3 fois par année qui se tient. Et c'est toutes des approches où est-ce que les gens veulent démontrer qu'ils ont une meilleure façon. OK? Et on veut que quand les mariés bookent telle ou telle équipe, qu'ils se sentent à l'aise avec cette équipe-là. Alors, ma job est que je te mette à l'aise dans ta soirée de mariage. Ça, c'est un univers que j'ai appris avec le temps. Alors ça, c'était le volet animation. Voilà. Comment est-ce que... Parce que j'imagine que quand tu passais du temps avec Rachid et tous les autres gars et femmes aussi, en tant qu'humoriste, est-ce que tu avais un moyen d'avoir du feedback qui était réel? Est-ce qu'il te le disait genre dans la face si jamais il trouvait qu'une certaine joke était pas bonne dans ton delivery ou ta tonalité? Puis comment est-ce que tu dealais avec ça en tant que rookie dans ce temps-là? Quand tu commences, des fois, tu as cette mauvaise manie de ne pas faire face à la réalité. Mm-hmm. Tu voulais pas savoir si ta joke était pas bonne et le pourquoi surtout. Et je te dirais, ceux qui viennent te le dire, ben comment je pourrais dire? Ceux qui viennent te le dire, là, mais c'est vraiment ceux que tu dois écouter, by the way. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui va te le dire. Alors, quand ils venaient te le dire, avec le temps, tu apprends à décortiquer ça. Puis tu apprends à le prendre comme une leçon. Mm-hmm. Alors, c'était difficile de prendre... On appelle ça des critiques constructives. Et c'est réellement ça. Hein? Quand les gens viennent te dire, tu sais, le gag que tu as fait, là... Ou le gag que tu as fait, me semble que je le ferais autrement. Ouais. Alors... Puis c'est aussi te dissocier de ton ego pour actually prendre la critique puis l'implémenter dans ta façon de faire, tu sais. Ça, je te dirais, c'est presque la recette. L'alter ego, dans ce monde-là, il faut que tu essaies de le contenir, mettons, pour passer à travers. Et avec le temps, thank God, j'ai réussi à être réceptif aux critiques constructives et de profiter de ces commentaires pour pouvoir faire mieux. Et je te dirais que je vais toujours apprendre, tout le temps, parce que chaque événement est différent les uns des autres. Chaque public est différent à chaque soir, que ce soit en spectacle ou en animation de mariage ou de party de Noël. T'sais? Fait que, voilà. Comment est-ce que tu travailles sur ton matériel? Mais aujourd'hui, moi, ce que je voulais en animant ces événements-là, c'est de performer mon skills d'improvisateur. C'était ma faiblesse, ça. C'était ma faiblesse de pouvoir se retourner sur un dissous puis être capable de m'adapter à l'imprévu qui a lieu à ce moment-là. Et à force de faire ces animations-là, ça m'a permis d'accentuer mon skills d'improvisateur. Mm-hmm. Alors, pour répondre à ta question, je me donne certaines, une certaine base quand j'anime un événement, c'est-à-dire des thèmes que je vais aborder. Et pour le reste, je vais m'adapter au public et improviser. La clé, c'est avoir un bon timing. Quand tu animes, parce que ça, c'était la base en humour. Quand tu pitches une joke, ton punch doit être bien timé. Ouais. Sinon, elle tombe à plat. Alors ça, c'était... j'étais à cette école-là. Alors, je l'ai gardé,
cette façon d'approche-là. Alors, en animation, c'est la même chose. Fait que, désolé de t'interrompre, mais dans ce temps-là, où est-ce que tu faisais de l'humour? Comment est-ce que tu travaillais ton matériel? Est-ce que l'inspiration te venait en écoutant d'autres humoristes ou... On s'inspire souvent de notre vie de tous les jours, évidemment. J'ai fait de l'erreur à l'époque, dans les débuts, de vouloir faire comme les autres. J'avais cette fascination sur les humoristes, les vedettes, de vouloir faire comme eux autres. Et ça, c'est à ne pas faire. Parce que tu n'as pas ton identité dans ce temps-là. Mm. Et dans les débuts, j'ai pris souvent cette approche-là, c'est-à-dire, je vais prendre un petit peu de tout de chacun, leur approche, leur façon de dire, des jokes, des gags. Et du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui m'avait dit, puis je me souviens plus c'était qui, ils m'ont dit, on veut connaître le vrai Mataya. On ne le connaît pas encore. On ne sait pas c'est qui réellement. Parce que moi, je me suis fait connaître en faisant des gags en faisant une caricature des Asiatiques. Fait que j'étais comme l'humoriste asiatique, mais je n'étais pas Mataya. Mm. Et quand j'ai réalisé ça, je m'étais dit, wow, il y a une richesse dans mon histoire aussi que je peux raconter, que je peux tourner ça en humour. Et c'est à partir de ce moment-là que je puisais mon inspiration dans ma vie de tous les jours. Et ça peut être des choses banales, comme faire des œufs ou des toasts, comme faire cuire du riz, comme, tu sais, Mm-hmm. et c'est toutes des choses que les gens en général, comment on dit ça, des reliable. Qui peuvent se... Ils s'identifient. C'est relatable. Relatable. Ils s'identifient Mm-hmm. à ces moments-là. Et c'est cette façon-là qu'on doit prendre. Cette façon-là que j'ai pris. Voilà. Puis c'est une source d'inspiration continue parce que ça vient de ta vie. Tu n'as pas besoin de... C'est ça la beauté de la chose. Mm. Quand c'est toi-même. Avant de faire une performance, avant d'aller sur un événement, disons, genre, tu fais un mariage ou tu fais un show, comme ici, Météo Show, on en parlait avant, mais est-ce que tu as une routine que tu fais tout le temps? J'ai un rituel. Il y là. a un rituel. Je vais te dévoiler un secret que je veux que tu gardes. Je veux que... Parfait, on va couper ça. Mais je sais que ton auditoire, ils vont l'écouter, ils vont garder le secret. Là. C'est ça que je veux. Alors, entre nous, mon rituel, moi, je m'enferme dans une pièce avant. Comme tu as vu au spectacle, je m'enfermais dans la loge, puis je commence à faire des push-ups. OK. J'en fais 12. Pas plus, pas moins. Et après, je prends une barre Kit Kat. OK. Et après, je décompresse. C'est niaiseux à dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant un show... Je suis pas sûr si c'est une joke ou c'est vrai. Genre, comme... Tu prends une barre Kit Kat, genre. c'est ça. Le pire, c'est que c'est vrai. Il faut que ce soit une barre Kit Kat? Oui, il faut que ça soit une barre Kit Kat. S'il n'y en a pas, au pire, il y a une autre barre, mais il faut que ça soit une barre de chocolat. C'est drôle à dire parce que je m'étais toujours dit, le chocolat donne de l'énergie, puis que ça donne... Ça donne des super pouvoirs, Ça right? donne des super pouvoirs. Fait que pour moi, c'était comme mes stéroïdes, là. Mais c'est fou, pareil, tu sais, quand j'y pense, l'effet placebo, justement, tu sais, quand t'as un rituel comme ça, puis moi aussi, ça m'arrive dans le sens que tu répètes quelque chose tellement souvent que tu y crois vraiment, tu sais. Si tu le fais pas, genre, c'est la fin du monde. J'y crois comme si c'était une bible, là. C'est comme, OK, je suis rendu à la barre Kit Kat. Il me faut la barre Kit Kat. C'est drôle parce que à chaque fois que j'allais animer un événement, il fallait absolument que je m'arrête à un dépanneur, m'acheter ma barre Kit Kat. Fait qu'avec le temps, je suis un adepte de Costco en achetant en gros des barres de Kit Kat. Ouais, c'est ça. C'est Monsieur Kit Kat qui s'en vient. Ça, c'est un rituel qui est loufoque, qui est drôle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant un événement, avant un spectacle, je suis dans ma bulle, je revise mes notes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais lâcher prise à un moment donné. Je vais penser à autre chose. Mm-hmm. Autre chose qui est reliée à l'événement. Je vais même penser à mon lendemain. Genre,
je dois faire l'épicerie, je vais aller manger un bon bol de pho. C'est toutes des affaires qui n'ont aucun rapport avec l'événement pour que justement je puisse déconnecter à ce moment-là précisément. Fait que pour moi, ça m'aide beaucoup. Super intéressant. Mais quand moi, je suis monté sur scène avec toi, je le sentais que t'étais littéralement une autre personne. Ouais. Avant, tu sais, comme 1 heure avant, c'était Metaya. La poule pas de tête. Ouais, là. c'est ça. Comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, genre 5 minutes avant l'événement, c'est Metaya qui est juste genre, you, mon bol de phare. Oui, c'était carrément ça. Mais tu sais, je suis de nature perfectionniste aussi. Puis des fois, ça aide pas. C'est un couteau à double tranchant. Ouais. Hein? Et le show qu'on a créé, pour moi, c'était important de passer à travers aussi toute la logistique. J'avais une équipe incroyable, comme tu as pu voir, qui ont travaillé avec moi, qui ont encadré toute la logistique de l'événement. Et moi, je repassais à travers ça, pas parce que je voulais que ça soit à la perfection. C'est parce que pour moi, ma vision, c'était un événement en équipe. Et c'était pour prévaloir toute cette équipe-là. Leur mettre sur un piédestal. Et je voulais pas être la cause si jamais on avait si jamais ça a été un flop total. Il va toujours avoir une amélioration à toute création. Ça, c'est sûr. Mais cette création-là était une première création ensemble. Fait que je voulais absolument qu'on puisse en profiter toute l'équipe ensemble et surtout à toute la communauté qui était venue nous encourager. Toute cette gang-là, c'était incroyable le feeling. Ouais. C'était une première. Fait que c'était ça mon but. Je crois que sûrement les mariages ils t'ont beaucoup aidé à faire cette dissociation envers la perfection, right? Parce qu'il y a tellement d'imprévus dans un mariage. Tu sais, à force d'en faire, je suis devenu quasiment un wedding planner. Puis quand je rencontre des couples qui me demandent des conseils, je leur dis tout de suite. Avant d'aller plus en profondeur, il va en avoir des imprévus, man. OK? Je leur dis tout de suite, tu sais. Fait que, oui, et ça, bien souvent, ça apaise. Le stress, la pression. Ouais. Puis je le dis encore, ça désamorce tout ce stress-là autour d'un événement qu'on veut créer. Puis je suis aussi j'aime bien rassurer les gens. Parce que moi quand j'ai commencé, j'avais besoin de cette rassurance-là des gens et on m'en donnait. Et aujourd'hui, je le fais avec... je me souviens, tu as animé le mariage à mon frère. Ouais. Shout-out à mon frère. Yeah, that's it. Puis... Durant tout le mariage, il y avait des problèmes, puis tout ça, puis je me souviens, mon frère et sa femme, ils étaient juste comme « Oh mon Dieu, c'est la catastrophe », puis toi, t'étais juste là « Non, c'est normal. » Jusqu'à temps qu'ils me payent. C'est ça. Mais ça n'était un bon exemple, parce que le mariage de ton frère était dans sa bulle, et je les comprends. Il voulait que tout soit parfait. Alors, ma job en tant qu'animateur, est aussi de voir en perspective sous un autre angle. Tu comprends? Fait que ça enlève aussi tout le... Peut-être que moi, je vois pas les mêmes choses que lui, il voit. Et c'est tant mieux pour ça, parce que c'est une même que tu peux mieux encadrer. Puis je sais pas si toi, tu peux confirmer sur ça, mais moi, quand j'étais sur scène avec toi, ou tu sais, des fois, quand je fais des speeches ou quoi que ce soit, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'enlever mon focus sur moi, puis mettre vraiment le focus sur l'audience ou sur l'autre personne. La job d'animateur, quand tu fais un genre de talk show comme ça, mon devoir était, d'une part, te mettre à l'aise sur scène et aussi te guider à travers nos échanges. Ouais. Okay? Pour que ça soit, oui, fluide, mais comme tu as dit, pour que tu aies le focus sur le public aussi. C'est ça. Pour que le public puisse... Se sente inclus. Qu'il puisse avoir... qu'il puisse participer à l'échange, de le vivre en temps réel. Et ça, c'est aussi un tour de force. C'est-à-dire que ça s'apprend. Tu ne l'as pas. Mais à force d'en faire, j'ai transposé cette capacité. Cette capacité à travers mes échanges avec nos conférenciers, nos speakers. Et c'est important parce que l'invité,
est sur un piédestal. Et ma job est de te garder sur ce piédestal-là pour que les gens puissent le voir et le comprendre aussi. Mhm. C'était ça le travail que j'avais à faire pour cet événement-là. À travers le temps, ben, ça fait quoi? Ça fait 15 ans? 15 ans Ouais. que tu fais... Tu as commencé avec l'humour, right? Oui. 15 ans. Puis là, tu fais les événements et tout ça. Mais avant ça, je voulais te poser une question parce que je suis super curieux là-dessus. Est-ce que tu étais quelqu'un qui était extraverti et social de base? La première fois que j'ai parlé devant un micro, c'était à mon mariage. J'en shake. Je me suis marié en 2002, puis tu sais, le speech des mariés, là, genre merci, bienvenue, on est content que vous soyez là. Écoute, j'étais tellement nerveux. J'étais une personne, je peux pas dire extraverti ou introverti, mais tout ce que je sais, c'est que mes exposés oraux à l'école, là, j'étais pas capable. Puis tu sais, j'avais cette phobie-là d'être le premier ou le dernier. Ouais. T'sais, Je sais pas si toi, tu avais la même phobie, mais moi, quand on lisait genre un texte à voix haute, Ouais. puis c'était en classe, puis on faisait genre à tour de rôle quand c'était rendu c'était rendu à mon tour, là, c'était juste comme oh shit. Non, écoute, là, je suais ma vie, là. C'était incroyable, là. Mais je sais pas, mais je pense que ultimement, on a toute cette gêne-là devant le public, de parler. Mais encore une fois, je crois que c'est à force d'en faire. Et je pense que l'ingrédient que j'avais depuis tout le temps, c'est plus le côté comique peut-être, lancer des petits gags. Et c'est là que je le réalise que, oh my God, je l'avais déjà. Je l'avais déjà quand j'étais enfant. Avec mes cousins, on jouait dans le parc, puis soit qu'on jouait à cachette ou quoi que ce soit, puis j'étais la personne qui lançait le petit gag on the spot pour créer quelque chose. Mhm. Et c'est là que je le réalise. Mais je l'avais là-dedans. C'est juste que je ne l'ai peut-être pas développé. Ouais. C'est ça. Mais non, j'étais vraiment gêné, man. Mais est-ce que tu avais ce niveau d'énergie que tu as maintenant? Parce que, tu sais, que je te parle maintenant, tu sais, c'est genre Metaya kind of dumbed down, parce que sur stage, on s'entend que, disons, ici, Metaya Show, t'étais comme, tu dansais avec les filles, puis tu criais, puis tout ça, puis tu hypais le crowd. Mais est-ce qu'au début, tu avais cette énergie-là, ou ça s'est développé à travers le temps? Ça s'est développé, mais je dirais ça s'est canalisé. Dans le sens que c'est devenu plus authentique? Dans le sens que tu peux le transposer au bon moment. C'est ça que je veux dire. Canaliser ton énergie, c'est pouvoir le garder et l'utiliser au bon moment pour que ça soit optimal. C'est ça que je veux dire. C'est comme le delivery d'une joke, right? C'est comme le delivery d'une joke. C'est comme l'énergie que tu déploies quand tu ouvres un événement, quand tu ouvres un show. Quand tu ouvres un show, tu dois mettre la totale. Fait que tu y vas toujours plus qu'il faut que pas assez, right? Il faut que tu... Tu sais, tu veux pas rentrer sur stage puis être comme ben, salut la gang, tu sais. Mais écoute, il y en a que ça marche. Il y en a que ça marche. Ben, c'est vraiment authentique. Parce que, oui, justement, parce qu'ils sont authentiques. Moi, mon authenticité, c'est bulldozer au début. Là. C'est le wow tout de suite. Puis j'en mets plein la vue pour que les gens soient quasiment bombardés, là, genre. T'sais? Tu crois-tu? Puis ça, c'est juste une question d'introspection. Hein? Mais moi, je crois que moi, ça m'arrive aussi. Je vais faire peut-être un gros burst au début avec une grosse énergie, juste pour enlever tout ce stress que j'ai. Je sais pas si toi, c'est un peu la même chose. T'as absolument raison. Ça dégage, ça déploie beaucoup d'énergie. Fait que après ça t'apaise. Tu te rends plus zen après. T'es plus zen. Fait que dans le fond, on ne dira pas au public, mais on se défoule au début pour enlever toute cette énergie-là. Puis que tout de suite après, ben, t'as une certaine aisance. Puis il y a le feedback du crowd tout de suite, fait que tu te sens à l'aise et tout. Fait que... C'est vraiment donnant, mais c'est spontané. Ouais. Tout se joue dans la première minute, ton contact avec le public. Quand tu commences l'animation. Que ça soit en humour, que ça soit animer un mariage, un événement corporatif ou même conférencier. Quand tu prends la parole, les gens sont à l'écoute d'emblée, de toute façon.
Et c'est là que tu dois faire ton pitch de vente. La première minute. C'est un speed dating, man, Martin. C'est comme quand Continuel. Comme quand t'appelais les espèces de comedy clubs, c'est ça? Oui, pareil. Prends-moi, je suis drôle. Prends-moi, je prends cash. Prends-moi, je te paye. Je te paye. Je te paye pour faire ma performance. Ben, j'étais quasiment rendu là. Écoute, c'était par passion. Il y a des gigs que je faisais, c'était pas si payant que ça. Fait que ça me coûtait... Ça te coûtait plus cher de te rendre là-bas que... Absolument. Ouais, ben oui. Mais écoute, la passion était là, puis ça me dérangeait pas. Puis comme tu disais, c'est un des points que moi, je me sens tellement chanceux de vivre dans cette époque, c'est que maintenant, on a les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, j'ai pas besoin, justement, d'aller genre à Absolument. Chicoutimi pour faire genre un gig, right? Un bon exemple, c'est que toi aussi, t'es pas patongé dans les C'est réseaux un mot, ça, sociaux. pas là. ton G. Ouais. toi Ça, aussi, c'est tenté, hein? toi aussi, tu patonges dans... Bon, on va l'amener comme ça, alors. Mais Taïa, toi aussi, tu patonges dans les réseaux sociaux. J'aime ton accent asiatique. Ouais, ben, à force de traîner avec toi, avec tes gigs, là, je commence à avoir un peu le feel. Les médias sociaux, évidemment, aujourd'hui, ça aide beaucoup. Comme la plupart de notre communauté, mes capsules ici, Mataya, j'ai parti ça en 2017. Ça fait pas longtemps. Et il y a toute une histoire derrière ça. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ça a été prémédité. Mm-hmm. Et je m'explique. Avant 2017, je crois que la plupart de notre génération asiatique ne me connaissait pas. Mes amis, ma famille, bon, mon apparition de temps en temps à la télévision dans des galas, peut-être. Et un jour, on m'avait approché pour dire, écoute, ça serait nice de créer un événement, un show qui réunirait la communauté asiatique. Dans un théâtre. Mhm. Comme dans un spectacle d'humour, mettons. Et je me souviens, les producteurs, à l'époque, ils m'avaient dit, ça s'est jamais fait au Québec. Puis là, ils se sont dit, ça serait cool, check Mataya, featuring Mataya, puis on amène quelques humoristes, quoi que ce soit, puis on les invite, puis on remplit la salle, puis that's it. Et c'est là que je lui ai répondu, j'ai dit, bro, en ce moment, il y a personne qui me connaît vraiment au niveau underground, au Mhm. niveau de la jeune génération de nos communautés asiatiques. Et je ne crois pas que ça serait la meilleure approche pour développer ce projet-là. Alors, c'est resté en stand-by, c'est resté sur la glace. Et ça, c'était en 2015-2016. OK. Juste un an et demi avant. Et un jour, en 2017, au début de 2017, je rencontre Marc, que vous connaissez, Oui. mon réalisateur, mon partner, mon ami avant tout, que lui travaille dans ce domaine-là. Il travaille dans des compagnies qui se font des montages, effets spéciaux pour des films. Alors, pour lui, c'est sa passion. Autant que toi, tu as cette passion-là. C'est-à-dire aller capter, aller filmer, faire la réalisation. Et il m'a montré ces petites capsules qu'il faisait. Mhm. 30-45 secondes. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh wow, my God, quel travail que tu fais au niveau du montage et tout. C'est vraiment beau, c'est esthétique. Fait que je suis allé le voir, j'ai dit, Marc, toi là, t'es vraiment bon dans qu'est-ce que tu fais. Techniquement parlant, là, wow, my God. J'ai dit, moi là, j'ai une grande gueule. Si on mettait ça ensemble, ça pourrait peut-être donner quelque chose de bon. Une grande gueule sur les réseaux sociaux. Mais Quoi de mieux? Il me complétait. T'es bon techniquement, moi je suis pourri, mais j'ai une grande gueule. Fait que, essayons de faire quelque chose ensemble. Fait que tu sais quoi, il a embarqué. Parce que moi j'ai dit, écoute Max, tu veux-tu embarquer dans mon projet? J'ai une certaine vision. Premièrement, on va rien gagner, mais on va gagner d'une part de l'expérience, de la notoriété et de la crédibilité. Ouais. Alors, il m'a dit, oui, je t'écoute, j'embarque, c'est quoi ton plan? Alors, mon plan était de créer des capsules vidéo qui allaient promouvoir des restaurants asiatiques à Montréal. Et pas n'importe quelle façon. Je voulais promouvoir ces restaurants-là avec ma saveur à moi. C'est-à-dire
une approche humaine et humoristique. Mhm. Alors, si toi, tu as un restaurant, j'allais te voir ton restaurant, Martin, puis dire, gars, je veux pas faire la promo de ton pad thai ou de ton riz frit. Je veux te mettre toi à l'avant. C'est-à-dire toi, le owner ou toi, le chef cuisinier. Ouais. Et qu'on ait une conversation et qu'on connaisse ton histoire. Et à travers tout ça, ben, j'allais faire quelques gags humoristiques, évidemment. Alors ça, c'était mon idée. Et mon idée, c'était que je vais proposer à ma communauté une approche, une première fois, une approche humoristique promotionnelle. Ouais. Alors là, j'ai dit à Marc, la meilleure façon, c'est d'aller voir des gens qui sont déjà influents sur les médias sociaux. Des gens qui ont des restaurants, mais qui ont un cercle d'amis qui pourraient, je dirais plus, m'aider à atteindre ce bassin de gens d'attention, entre guillemets. Alors, je suis allé voir 4 restaurants, des gens avec qui j'avais une certaine affinité. Et je me souviens, le premier, c'était nos amis des Street Monkeys. Mhm. J'avais le restaurant Phuket, j'avais le restaurant Takashi, mon ami. Et il y avait le Midori, où il y avait aussi Colony Thai. Alors, c'est tous des gens avec qui j'avais une certaine affinité et je leur ai proposé ce projet, cet échange de services. Et je n'ai pas de mots pour décrire toute la reconnaissance que j'ai envers eux. Parce qu'ils ont embarqué d'emblée. On dit, Mathieu, on te fait confiance. Crée ce que tu veux créer et on va t'aider à le propulser. Alors, c'était très simple. J'ai fait de la première capsule au restaurant Les Street Monkeys. On a mis ça sur ma page publique et on attendait voir ce que ça allait donner. Ce fut instantané. Puis à l'époque, tu sais, même sur Facebook, les vues, ça allait, là. Ça rentrait, là, tu sais. Et pour moi, c'était la première fois, là, de mon expérience avec les médias sociaux. Je suis très archaïque là-dedans. Alors, on me guidait. Il fallait que je fonce, même à ça. Alors, j'ai créé d'avance les capsules vidéo de ces 4 restaurants-là pour que je puisse les sortir à chaque semaine. Mhm. Parce qu'il fallait faire le montage, il fallait que ça soit, que ça soit nice à voir. Aussi, Visuellement beau. Esthétique, tout. Ouais. J'ai pas mon dire que dans toute chose, tu n'as jamais une deuxième chance pour bien paraître la première fois. Alors, j'y tenais avant de sortir ces vidéos-là. Alors, au niveau du montage, tout, on regardait les angles, même au niveau musical, la musique qui allait avec. Alors, quand fait on que a genre, sorti... quand tu voyais un cheveu qui dépassait, c'était comme Marc, c'était on clair. reprend cette scène. C'était clair, je faisais ma diva, là. Là. Écoute, amène-moi mon Kit Kat. 12 push-ups, let's go. Fait que c'était important pour moi, c'était une première approche. Et surtout, je voulais pas décevoir ces gens-là qui m'ont donné cette opportunité-là. La confiance qu'ils avaient cette en toi. confiance-là. Et ça a été instantané. Je me souviens, ça a été instantané. On a reach un level de vue de gens et surtout des gens que je connaissais pas et que eux non plus et qui m'ont découvert. Mhm. Et c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a parti mon aventure, Ici Mataya. Et pourquoi le Ici Mataya? Et ça c'est très drôle parce que je commençais toujours la capsule vidéo en disant « Allô, bonsoir, bonjour, ici Mataya. Mhm. » Et je prenais cette manie-là parce que les journalistes à Radio-Canada faisaient ça dans le temps. Je me souviens de Bernard de Rome au téléjournal, ici Bernard de Rome. Tu sais, il faisait toujours ça, puis je trouvais ça cool. J'étais nice. C'était comme... Metaya, il fait un check-in, genre. Oui, Ici, Metaya. Je faisais mon journaliste, tu sais. Ouais. Et c'est là que ça... Marc, il m'a dit, tu veux-tu l'appeler comme ça, tes capsules? Ici, Metaya. J'ai dit, ouais, c'est catchy. Why not? Mhm. Tu sais. Et c'est là que ça a commencé. Et c'est là que ça a commencé mon aventure, Ici, Mataya. La communauté asiatique m'a découvert à travers les médias sociaux. Et c'est phénoménal, c'est magique, oui, mais je ne m'attendais pas à ça. Et ça, c'est devenu un cercle après ça. Parce que
tu bâtis ta notoriété, tu bâtis ta crédibilité, les gens te connaissent. Fait qu'ils ils ont une certaine confiance. Mhm. Alors, ça me permettait d'aller plus loin pour leur prouver mon skills dans ce domaine-là. Puis c'est drôle parce que après, c'est devenu une entité commerciale, créer ces vidéos-là pour promouvoir les entités, les commerces et tout. Et c'est correct, c'est un bel échange. C'est pas, on se fait pas des millions, mais au moins on peut s'entraider. Ouais. Et c'était ça le but aussi. Et j'avais dit à Marc, après cette croisade, pendant presque 1 an, 8 mois, je te dirais, on a commencé été 2017. Et quand j'ai vu que là, les gens commençaient à me connaître, les gens, c'était comme, that's cool. Puis pas parce que je voulais être vedette, c'est parce qu'il y a une certaine reconnaissance de la communauté. Dire, wow, c'est cool ce que tu fais, continue ton bon travail. Et ça me motive. Ça me motive à aller plus loin. Ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est des autant, compliments. Autant que... Puis c'est juste un point que moi je veux faire aussi, c'est que autant qu'on veut dire que ça soit toujours altruistique, qu'on pense à l'autre personne, il faut aussi que ça nous rapporte quelque chose. Oui. Tu sais, on n'est pas des saints. Absolument, c'est ça. Je veux dire, c'est une source de motivation aussi. Ouais. Parce que sinon, j'aurais pas continué. T'imagines-tu, on avait créé la première capsule vidéo, puis il y aurait presque personne. Genre 2 vues, puis genre là, 4 commentaires, mais Toya, c'est de la merde. Ouais, puis c'est mon père. Ouais, c'est ça. J'étais OK, pas là, c'est correct, là, tu sais. Mais non, ben c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, encore une fois, j'ai surfé. Tu sais, je veux dire, les gens embarquaient. Puis c'était agréable, c'était le fun. Tout comme toi, quand tu as commencé ton approche de tes capsules. Je veux dire, avec le temps, les gens embarquent, ils s'adhèrent, ils te complimentent, ils te motivent. Puis c'est le fun, c'est cool. Alors, c'était la même chose pour moi et Marc. On avait créé quelque chose, genre, dans notre sous-sol. Puis on avait une vision, puis on s'était dit, et si ça nous menait là? Wow! Ben, c'est arrivé, ça nous a menés là. Mais là, on était pris au dépourvu un peu. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et tant mieux parce que je carbure à ça, à la créativité. Alors, rendu au moment où est-ce qu'il fallait avoir un vent de changement, alors j'ai voulu aller en 2e vitesse, en 3e vitesse. Et là, tu vas comprendre le pourquoi. En 2018, l'année passée, printemps, j'ai réuni mon équipe, avec qui j'avais une certaine affinité. Parce que quand tu crées quelque chose, c'est important d'avoir une gang où est-ce que tu as une chimie, qu'il y ait une belle synergie et qu'il y ait ma vision aussi, à moi, évidemment. T'sais. Et je les ai réunis, puis j'ai proposé un projet. Mais un projet que j'avais depuis longtemps. Le projet que les producteurs m'avaient acquiescé, c'est-à-dire créer un spectacle et réunir les Asiatiques. Et là, je m'étais dit qu'à ce moment-là, on était rendu au bon moment. Tout est une question de timing. Et je leur ai dit, là, les gens nous connaissent, ils me connaissent. Là, j'aimais créer le projet que j'avais depuis très longtemps, c'est-à-dire un événement sur scène et qui allait attirer un public asiatique. Alors, mon équipe était comme, oh, OK, bonne idée. C'est quoi ta vision? Et c'est là que j'ai réalisé que qu'est-ce que je voulais créer comme événement? C'était-tu un show d'humour? C'était-tu, tu sais, un talk show? J'avais pas vraiment le moule précis. Et c'est là que ça s'est dessiné. Parce que ma gang m'ont challengé. Ils m'ont dit, ben gars, dans quoi tu es bon? Dans quoi que tu as une aisance? Ben, j'ai dit, gars, l'animation, puis oui, de l'humour, j'aime ça, tu sais. Il a dit, ben, pourquoi on ne créerait pas les deux ensemble? Puis là, je m'étais dit, yeah! Un petit peu un genre de Jimmy Fallon show, où est-ce que il devient un animateur, mais aussi il devient un intervieweur. Puis il va mettre de la viande autour de façon humoristique. Alors, j'ai dit, OK. Et c'est là que je me suis inspiré d'un TED Talk. Puis on sait tous c'est quoi un TED Talk. Ouais. C'est-à-dire qu'il
les conférenciers viennent et ils viennent parler de leur profession, de leur passion, pour partager ce qu'ils ont. Et mon but était ça, de toute façon, de pouvoir partager cette connaissance qu'on a en nous autres. De la communauté asiatique. La communauté asiatique. Alors, c'était ça le frame du show Ici Mataya. C'est-à-dire aller chercher des invités, des conférenciers qui ont réussi, et là je ne parle pas de façon monétaire ou financière, mais qui ont réussi à faire leur passion, à créer, à travailler et à peaufiner leur passion. Tel que toi, Martin, d'ailleurs, et les autres invités. Et je ne voulais pas avoir de barrière dans le choix. Alors, on en a eu de toutes sortes. Ouais. C'était beau. C'était nice de voir ça parce que autant qu'on a eu différentes professions, mais aussi de nationalités, garçons, filles. Alors, pour moi, c'était un accomplissement. Puis ça revient au point où est-ce que tu disais avant, c'est que quant à cette diversité-là, le monde peut s'associer plus facilement aussi. Ben oui. Que si jamais tu interviewais juste des docteurs, par exemple. T'sais. Voilà. Ben oui, puis c'est vrai. Et sans en enlever... C'est ça, exactement. C'est un ajout, c'est complémentaire. On a eu la présence de différentes personnalités, dont même Cathy Wang, qui est conseillère municipale. C'est tout un monde. Mais autant qu'on avait nos chefs cuisiniers, autant qu'on avait nos girls de salon de manicure. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment diversifié et c'était ça mon but. Alors, on a créé le Ici Mataya l'année passée. À partir du mois de mai-juin, la campagne promotionnelle, la grosse machine, comme tu le sais, en vue de l'événement au mois d'octobre. La beauté dans tout ça, ça a été de créer un événement tous ensemble pour la première fois. Quelque chose qui ne s'est jamais vu. Ça l'a donné je dis pas une publicité à nos gens, mais ça l'a donné une voix. Ouais. Ben, t'as créé une plateforme. J'ai créé une plateforme, surtout live. Et toute la publicité qui a été autour, et aussi, tu as vu à la dernière minute, les médias généralistes, la télévision généraliste, sont venus nous chercher des entrevues à Radio-Canada. Mais ça, c'est du bonbon, c'est un plus pour nous. C'est icing on the cake. Absolument. Et ça me dit que il y a de l'intérêt et que on va sûrement créer la version 2.0. Et quand je dis la version 2.0, vu que c'était une première fois, ça ne peut qu'être mieux la prochaine fois. Parce que on va être plus optimal, on va être mieux préparé, on va plus comme peaufiner l'événement. Et ça, c'est un de mes projets que je chéris en ce moment, que je voudrais, dans un avenir moyen, là, qu'on puisse le créer à nouveau, le Ici Mataya Show 2. Ça serait nice. Le deuxième. Le deuxième. Fait qu'on parle des futurs projets. Il y a le Ici Mataya numéro 2. Oui. Ça va être super excitant. Est-ce que dans les avenirs plus proches, pour les prochains mois, est-ce que tu as on est déjà booké pour les mariages et ça, je te dirais que c'est beau de voir ça, que de plus en plus, la jeune génération se marie. Ouais. Et c'est devenu un trending, tu sais. Et c'est un spectacle, carrément, quand il y c'est a à un cause de mariage. toi qu'ils veulent se marier. C'est quand même, je voudrais bien booker mes Taya. Taya est comme... Oh oui, il y en a un qui est dit, bon, je voulais même pas me marier, rose de toi. Mais non, on continue dans ce sens-là parce que aujourd'hui, ce qui est plaisant, c'est que je n'ai plus besoin de me vendre comme à l'époque. Ben oui. Tu sais, prends-moi. Les gens me connaissent et s'ils me choisissent, c'est parce que je fit à leurs besoins, à leur vision. Puis il y en a d'autres. C'est ça revient à ce que tu disais, que maintenant, t'es vraiment Mataya. Oui. T'es pas genre une agglomération de toutes ces autres personnes
Absolument. C'est ça que je voulais atteindre, c'est-à-dire avoir mon ADN, ma saveur à moi. Parce qu'il y en a d'autres animateurs qui sont aussi bons les uns que les autres. À chacun sa particularité, à chacun son approche. Mhm. Et si les gens viennent me voir pour demander de mes services, ben c'est parce qu'ils veulent la saveur Mataya. Et c'est ça qui est apprécié. C'est ça l'accomplissement. Ouais. Tu sais, parce qu'il y en a d'autres choix et ils sont aussi bons les autres. C'est juste parce que chacun a sa particularité et chacun répond aux besoins des gens qui viennent te voir. Et c'est ça la beauté de la chose. Puis c'est ça que les personnes ne peuvent pas répliquer non plus. Non. C'est un des plus gros problèmes que je vois dans le domaine des arts. Moi, je suis plus dans la photographie, vidéographie. Toi, tu es dans le côté humour, entertainment. Ouais. Mais puis même dans les produits en tant que tels, je veux dire, tu crées un produit. Pourquoi est-ce que Apple, OK, même si leurs produits, ils sortent un téléphone, ils vendent ça à 1500$, mais c'est moins bon qu'un Samsung. Mais les personnes qui sont vendues Apple, ils vont quand même acheter le Apple. Ils ont réussi, c'est un tour de force, c'est la marque. C'est ça, c'est le brand. C'est le branding. Et dans toute chose qu'on fait, l'important, c'est le branding. Par la suite, ça devient des adeptes qui vont te suivre. C'est parce que c'est des gens qui apprécient ton travail. Tu ne peux pas toujours plaire à tout le monde, ça c'est catégorique. Mais au moins, ceux qui te suivent, garde ce focus-là sur ces gens-là. J'ai pas mon dire que dans la vie, ne te plains pas de ce qui ne se passe pas, mais apprécie ce qui se passe en ce moment. Et c'est la même chose avec les gens qui te suivent. Ouais. Never take for granted. Et surtout, cette notion de l'humilité, là, ben, elle est tangible, elle est vraie. Et cette reconnaissance, tu dois l'avoir en tout temps à l'égard du public, à l'égard des gens qui viennent te voir. Et ça, c'est ma ligne directrice. J'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Je vais toujours prendre les bonnes critiques constructives pour pouvoir mieux faire les choses, mais je ne vais jamais renier les commentaires des gens. Parce que à chacun sa vision des choses. Et je trouve ça enrichissant de pouvoir recevoir tous ces commentaires-là pour que moi, je puisse faire mieux mon travail. Fait que je prêche pour ces valeurs-là. Même chose pour moi. Ouais, Puis autant que ça fait, des fois, ça fait mal quand tu viens, quand tu as l'ego qui est à la surface, puis l'ego a ouvert la porte, puis il est assis là, puis il reçoit ça dans la face, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Moi, quand je travaille avec mes clients, c'est pareil, côté artistique, moi, je pourrais penser, waouh, c'est phénoménal, c'est ce que je fais, j'adore ça, j'ai beaucoup de fierté dans ce que je fais. Puis là, un client est comme, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'aime. Puis il faut que tu le respectes. Ça. Oui, il faut que tu le respectes. Parce que c'est pas... Tu lui pitches ton micro, mais après, tu le respectes. Ouais, c'est ça. Tiens. mais t'as pas le choix d'avoir cette approche-là. Parce que chacun a son domaine, mais chaque domaine a plusieurs, pas ouverture, mais les gens ont des choix. Ouais. Les gens ont beaucoup de choix et c'est ce qui Puis fait... en anglais, le mot pour ça, c'est vraiment le tribe. Oui. Tu peux avoir ton tribe à toi que tu sers très bien. Absolument. Puis il y a un compétiteur qui peut avoir son tribe à lui. Puis il y en a assez pour tout le monde. Absolument. Justement, c'est sain. Exactement. Tu comprends? Et... c'est un peu comme nous quand on va au resto. Je veux dire, si tu allais dehors, puis tu allais au resto, puis tous les restaurants viettes, c'était juste des restaurants viettes, puis ils servaient juste du phare. Ben oui, c'est ça, justement. Puis une chance qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, puis une chance que l'autre sert une autre affaire qu'il n'y a pas. Tout le monde va, y retrouver son compte. Ça, c'est sûr. Ce que je vois, c'est que la communauté asiatique, aujourd'hui, elle se tient les uns avec les autres davantage, plus qu'avant. C'est-à-dire que vous soyez Vietnamien, Cambodgien, Laotien, Chinois, j'ai remarqué que cet esprit d'ouverture, elle est vraiment... ça vient de mettre du positif dans nos relations. Ouais. Et moi, j'en suis conscient parce que je le vis, moi. C'est-à-dire, dans les événements que j'anime, j'ai l'occasion, le privilège d'animer des événements, que ce soit chinois, vietnamien, laotien, cambodgien.
ce qui m'enchante beaucoup, c'est que les gens me donnent cette étiquette de rassembleur. Et c'est vraiment ça que je veux. C'est-à-dire rassembler les gens pour qu'on puisse, comment dire, s'entraider, oui, mais qu'à chacun, ça puisse rapporter. Ouais, Tu sais? c'est vrai. Et pour moi, créer un événement ou même une vidéo, la notion d'atteindre les gens le plus possible n'est pas pour avoir un standing, mais pour se faire connaître davantage. Alors, Et pour leur faire connaître quelque chose qui est de valeur pour eux aussi. Oui, parce qu'on peut, comment dire, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, mais on se complète à la base. Je le sais, je l'ai vécu, ça. Ce qui veut dire que, exemple concret, Marc, ses forces, c'est, tu sais, le côté technique. Moi, c'est ma faiblesse. Mhm. Tu comprends? Ma force, tu me donnes un micro, je suis capable de transiger avec toi on the spot, puis qu'on va déblatérer, sans problème. Fait que je pense que dans tout, on peut rencontrer ces entités-là et qu'on peut aller de l'avant par la suite. Et c'est pour ça que quand tu crées un événement rassembleur, tu peux voir ceux qui peuvent te compléter. Tu peux détecter. J'y ai pas pensé de cette façon-là. Moi, je le vois instantanément comme ça. Et quand cette affinité se développe, en sachant que toi, tu as cette force-là et moi, j'ai cette faiblesse-là, mais on peut partir vers la même direction en s'entraidant. Mhm. Et c'est pas parce que je viens te voir ou pas que tu es bon ou pas. C'est parce que cette synergie-là se développe et que je puisse continuer le chemin avec toi. Parce que si tu y vas juste, tu sais, quand on dit la notion de quantité et pas qualité, ben c'est vrai. Parce que si tu veux à tout prix une quantité, ben tu vas t'adhérer avec des gens qui performent, mais peut-être que ça te reflète pas puis ça te complète pas. Mais tu vas y aller. Mais tu risques de tomber en panne assez rapidement. Puis la relation est très à la surface. Très à la Tandis surface. que quand c'est vraiment de la qualité, c'est là que tu y vas en profondeur. Puis c'est vraiment là que tu peux faire le plus de... Ouais. Ben, tu sais, on s'entend qu'on parle pas juste d'argent. Non, mais non, tu sais, non, mais non. Tu sais, tout le côté, je la parle- joie qui se développe de la relation. Exactement. Puis aussi dans la création. Oui, certainement. Tu sais, l'équipe avec qui je travaille depuis 1 an avec le Ici Mataya, ben, c'est des gens que, d'une part, comme je t'ai dit, qu'on a une affinité humaine extrême, on est family affair, et on sait que quand on trébuche, ben, gars, on va s'entraider pour se relever. Mhm. Et c'était ça qui primait le plus pour moi, avoir cette base-là. Parce qu'avant de créer le show, si j'avais pas cette base-là, je ne l'aurais pas créé de toute façon ou je n'aurais même pas réussi à le faire. Tu comprends? Parce que quand tu te lances dans un projet et quand tu es perfectionniste, tu le vois de l'intérieur et tu le vois de l'extérieur. Et tu te mets à la place des gens. Fait que tu deviens critique de toi-même. Et c'est correct, ça, c'est sain. Mais aussi, tu as besoin d'une équipe qui voit autrement les choses. Et c'est pour ça ma notion de complémentarité. Parce que tu travailles avec des gens qui ont leurs forces et leurs faiblesses et on se complète toutes. Et c'est ça qui fait un noyau qui est fort pour aller de l'avant. C'est le noyau qui est important. Et quand je les ai réunis, je leur ai tout dit, je veux que tu travailles avec moi parce que je trouve que tu es fort dans cet aspect-là. Je veux que tu sois là parce que ça, là, moi, je suis faible, puis je sais que tu vas être capable de le faire. Puis, tu sais, ça, c'est une approche qui est, comment dire, quand tu reconnais les gens, souvent, d'une part, ça leur fait plaisir, c'est normal, et de deux, ils vont se donner à fond parce qu'on vient de reconnaître leur talent et leur force. Ouais, j'ai passé par là. Quand on m'a dit, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? C'est cool, c'est nice, continue. Ça, là, ça t'a donné un tu gros m'as boost. Tu m'as mis du super là, dans le tank. Là. Tu m'as mis 8 barres de Kit Kat. Oui, c'est vrai. Tu as fait ça dans un blender. Là, fait que c'est vraiment ça ma philosophie en ce moment pour aller de l'avant.
avec toute l'expérience que j'ai acquise, aujourd'hui, je vois que je suis capable de canaliser les bonnes vibes, les bonnes énergies et y aller aussi. Tu sais, le gut feeling, il est là aussi. Ben, c'est certain. Tu sais, on dira ce qu'on voudra, là, mais l'instinct, là, ça aide aussi. Ben, tu sais, on a évolué de je sais pas combien de milliers d'années. Puis dans ce temps-là, tu sais, on n'avait pas le langage qu'on a maintenant. Non, c'est sûr. Fait qu'on marchait sur l'instinct. Tu sais, si tu voyais genre un tigre à l'autre bout, tu te disais peut-être qu'il faudrait que je cours. Ben, il faut que tu cours. ben, c'est ça. On a couru tout ensemble. Là, c'est ça. Ben, c'est ça. Pour moi, l'important maintenant, après tout ce cheminement, là, je me retrouve. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ben, ce que vous voyez, ben, c'est réellement Metaya. C'est lui. Dans son approche, dans ses agissements, dans ses... C'est fou. Puis pour moi, c'est pas une question de rajouter plus de choses à ce que t'es, mais c'est vraiment d'enlever toute cette... si je pourrais dire, cette pelure que tu as autour de toi. Oui, absolument. Que quand tu as grandi, tu as développé, mais c'était juste pour plaire à tout le monde. Puis c'est vraiment... C'est normal, hein, by the way. Oui. C'est une réaction humaine. Ouais. Là. OK? C'est de le reconnaître après un certain temps. Il faut que tu reconnaisses qu'un jour que tu es un oignon. OK? Il faut que tu enlèves les pleurs d'oignon. Là. Ben c'est ça. J'en ai enlevé là, les couches. Là. T'sais. Moi, j'ai toujours cru que... Tu sais, on m'a toujours dit que j'étais une banane. Ouais, toi, dans ton cas, c'est une grosse banane. Écoute, là. Mais moi, j'étais un oignon, là, aujourd'hui. On a tout enlevé. Je suis rendu une gousse d'ail. Juste une gousse d'ail. Metaya, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Déjà? C'est comme ça qu'on connaît un bon animateur. Il est capable de nous parler pendant vraiment longtemps, puis on s'en rend même pas compte. Écoute, pour moi, ça a passé vite. Sérieusement, là. Oui, c'est ça. Je suis prêt à recommencer. Là, tu voulais dire que, bon, là, c'était le réchauffement, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était juste un rehearsal. Exactement. Bon, on dépose des micros, on fait 12 push-ups, puis on repart. Ça va rester, ça. Me semble les gens à la maison disent « Hey, il a peut-être raison, je vais peut-être commencer. » Tu sais, le 12, là, c'est vraiment spécifique. Chérie, il sera pas long, je m'en viens, je finis mes push-ups. Tu sais, je suis ça... Avant de closer, il faut aborder ça, mais tu sais, je sais pas, c'est quoi, t'as genre fait comme 10 push-ups, puis un certain show, ça a juste pas bien marché, fait que t'as juste dit comme, peut-être si j'en fais un autre, ben, à 10, là, c'est là que j'ai eu une failure, là, puis là, la semaine d'après, je vais en faire 2 de plus, là, puis j'ai eu un standing ovation, fait que c'était ça. Mais à chacun ses croyances, puis je pense que je suis tombé dedans, là, j'ai cru à ça. On a tous drôle, nos croyances, genre, qui sont totalement... Ils sont basés sur rien du tout. Ouais, ils sont tellement ridicules. Très subjectifs. Il n'y a pas de logique derrière, mais si ça marche, ça marche. Moi, je viens de mettre de l'emphase sur les préjugés qui disent que les Asiatiques sont très superstitieux, là. Mais gars, je t'ai amené ça à l'exponentiel, là. Superstitieux, je te dis, je te jure. Puis c'est pas une Kit Kat dans spécial à part de ça, hein. C'est non. Non, le petit, ça c'est correct, le petit format. Parce que le petit format est comme un shooter. Fait que ça donne, tu manges, puis comme... Fait que, tu sais, on a parlé tout ce temps-là, mais tu sais, j'aimerais prendre ces derniers moments pour te remercier, Metaya, parce que je crois que non seulement tu fais une super bonne job sur tous les événements que tu animes, les mariages, les moments, les expériences que tu amènes au mariage, mais aussi tout ce que tu fais pour la communauté asiatique. Tu rassembles tout le monde, puis pour ça, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Cheers, man. Cheers. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette belle opportunité, surtout de me dévoiler comme ça. Je pense que je me suis tellement dévoilé que je pense que ma femme, il y a quelques affaires qu'elle ne savait pas. Là. Maintenant, elle le sait. Là. Fait que, elle se demandait pourquoi je faisais des push-ups à chaque fois. Là, mais... Check pas ton téléphone. Là, il doit avoir genre 8 textes. Là. Qu'est-ce qui se passe, Metaya? Tu m'avais pas dit ça. Mais écoute, merci beaucoup à toi, Martin. Toi aussi, continue ton bon travail. Je trouve que tu as une belle façon d'approche. Tu mets les gens à l'aise. Puis moi, aujourd'hui, ça a été du pur plaisir d'être avec toi. Réellement, continue. Puis je pense que c'est en s'encourageant, c'est en se donner du bon feedback qu'on va encore aller plus loin. Fait que moi, je te remercie, Martin. All right. All right. Cheers. Cheers, man.